un seul et même agent qui est finalement l'agent conversationnel principal. En fonction de ce que tu lui demandes, il va faire appel à ses skills. Et ça, tu vois, c'est tout nouveau, c'est sorti la semaine passée. L'information, elle n'est pas fausse, mais c'est juste vide de sens, ça donne pas envie de lire parce qu'il n'y a pas de connexion humaine. Et je pense que ça va encore continuer un petit peu. Et puis Cette semaine dans Move AI, nous parlons de la sortie d'Atlas, le tout nouveau navigateur d'OpenAI. Avec cela, la bataille des assistants intelligents est officiellement lancée. Après le AI Overview, Google a récemment intégré un AI Mode directement à Chrome. Perplexity a sorti Comet, bref, tout le monde veut placer l'IA au cœur du web. Alors oui, nous avons déjà eu un avant-goût de cette direction avec l'agent de ChatGPT, mais la question aujourd'hui est de savoir si nous assistons à une vraie révolution dans la manière de naviguer sur Internet ou simplement à une nouvelle étape dans cette course à l'assistant tout en un. Pour aller plus loin, nous allons revenir au concept des agents IA. Il y a quelques jours, André Karpathy est passé chez Dwarkesh Patel et il a partagé une analyse très lucide sur les agents, leurs limites, leurs défis et surtout les illusions qui sont entretenues sur ce qu'ils peuvent vraiment faire aujourd'hui. Et pour décrypter tout cela, je suis avec le early adopter de la chaîne. Yann, il a testé Atlas et il va nous partager son retour d'expérience pour nous aider à y voir plus clair sur sa réelle capacité. Il nous présentera également un agent fait sur Claude Code. Entre les promesses, les limites et les premières applications concrètes, nous allons tenter de comprendre ensemble si nous sommes déjà dans le futur du web ou simplement à la première étape de cette nouvelle génération d'agents. Yann, comment tu vas? salut Adam, grande forme. Et toi? Ouais, super, merci. Avant de commencer cet épisode, moi j'ai une première question pour toi, c'est comment tu fais? Enfin, j'ai préparé moi d'abord l'épisode lundi en me disant que j'avais des choses intéressantes à dire, jusqu'à ce que je voie hier une vidéo de toi en train de tester Atlas, Ouais. donc quelque chose de assez fou. La première question, c'est comment tu fais pour être aussi early là-dessus, pour en sortir quelque chose déjà, parce que j'ai l'impression que moi, les dernières fois que je l'ai fait, chaque fois ça pète, je m'énerve et j'abandonne. Et Hmm. deuxièmement, comment tu fais en fait pour pas avoir le cerveau complètement explosé au bout d'un moment, parce qu'on peut le voir là ensemble depuis quelques semaines, les nouveautés ça arrête pas. Comment tu fais? Ah bah c'est compliqué, honnêtement c'est compliqué. Alors si tu veux bien, moi j'ai de la chance, c'est que j'ai une personnalité très curieuse, j'adore tester des trucs. Après des fois ça c'est un peu le côté négatif de ma personnalité, c'est que j'ai tendance à démarrer plein de trucs et j'ai de la peine à les finir. Mais du coup bon, je suis fan de tech et je suis fasciné si tu veux bien moi depuis maintenant, tout début 2023, moment où j'ai découvert ChatGPT. J'étais déjà super intéressé par l'IA avant, mais là, depuis, je suis vraiment fasciné, passionné par ce sujet. Donc, c'est assez facile. Je dois dire que je traîne beaucoup sur Twitter pour tout ce qui est veille. C'est un peu là que je vais vraiment plutôt suivre, on va dire, des gens de chez Anthropic, des gens de chez OpenAI, etc. Et c'est un peu là que je vais puiser, si tu veux, des infos, des idées. Et puis, bah, c'est sûr, on peut pas tout tester. Aujourd'hui, moi, je me concentre un petit peu sur les nouveautés qui me paraissent avoir, peut-être pas tout de suite, tu vois, parce que souvent, ces trucs, c'est des gros effets d'annonce. On est dans une mode où tous les gros labos, là, si tu regardes OpenAI, Anthropic, Gemini, enfin, Google, etc., ils vont sortir des trucs. Et tu vois, par exemple, hier, en réponse à Atlas, Anthropic a balancé sur Twitter, justement, la chaîne officielle d'Anthropic a balancé, voilà, en rétaliation à l'annonce d'Atlas, on lance Cloud Desktop pour tous les types de systèmes d'exploitation, donc inclus Windows, etc. Ok. Donc il y a beaucoup de news. Souvent, c'est des effets d'annonce. Mais si tu veux, j'aime bien aller mettre dedans, imaginer quelques use cases que je pourrais voir en entreprise. Et je me dis, tiens, ok, c'est peut-être pas mature aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça demain? Et moi, c'est ça qui me passionne, en fait. Tu vois, c'est cette vision toujours. Rien n'est parfait aujourd'hui, mais les choses avancent. Et en fait, la somme de toutes ces petites technos, en plus de bien évidemment la capacité des modèles qui est tous les jours un peu meilleure, bah, va faire que finalement des use cases seront matures dans quelques mois. Et c'est ça qui m'anime, si tu veux. Moi, j'aime bien bricoler et tester des trucs. Moi, tout à fait. Et j'ai l'impression que tous ces petits blocs, ces effets d'annonce, comme tu le dis, c'est en fait pour ajouter des briques à quelque chose de plus gros qui va venir. En fait, ça alimente un peu cette machine. Et moi, typiquement, sur cette annonce de Atlas, donc j'ai un peu l'impression que ça fait suite, comme j'ai pu le dire, au mode agent qu'ils avaient présenté il y a déjà quelques mois, hein, pas l'agent kit, mais le mode agent. Et en fait, je trouvais pas ça fou dans le sens de me dire
typiquement, eux, dans leur exemple, ils disaient oui, tu peux aller. Ils avaient fait l'exemple du mariage pour commander des habits, etc. Mais voilà, on est Ouais. encore sur des usages qui sont longs, qui sont pas forcément fous, qui peuvent être durs dans l'adoption, dans le sens où les gens, bah, ils aiment bien encore aller chercher par eux-mêmes, que ce soit des Hmm. hôtels, etc. Hmm. Trouver la meilleure affaire et tout. Mais Hmm. toi, la vidéo que tu nous as envoyée hier, c'était typiquement pour un usage professionnel où on a vu que là, bah, l'agent, ça pouvait vraiment être quelque chose qui pouvait être mis en fond pendant que toi, tu travailles sur quelque chose de plus important. Hmm. Donc, est-ce que je me trompe dans cette utilisation, on va dire peut-être plus B2C au général pour les personnes, ou est-ce que tu crois que c'est un peu une façade et que c'est plus quand même, où la plus-value, elle sera plus pour les professionnels? Non, moi je pense clairement, je te rejoins clairement. Honnêtement, du point de vue privé, si tu veux, enfin, moi ce qui me fascine dans l'IA, c'est les usages plutôt business. Je dois dire que, honnêtement, sur le plan privé, en fait, je l'utilise assez peu par rapport à d'autres qui, justement, ont beaucoup d'usages privés, par exemple de GPT, de tous ces LLM, de toutes ces applications d'IA. Moi, j'en ai pas beaucoup parce que, comme tu dis, pour moi, dans mon temps libre, par exemple, aller faire des recherches pour une recette de cuisine, c'est un temps que je suis prêt à investir et que j'aime investir. J'ai aucun intérêt à me dire ah bah c'est magnifique. Tu vois, c'est la même chose pour l'achat des ingrédients. Dans mon temps libre, si j'ai envie de créer une recette, je vais déjà aller sur je sais pas Foodie, le site de cuisine de la Migros, trouver une recette qui me plaît et je vais me dire ok ben je vais aller au magasin, je vais voir les produits, etc. J'ai pas cet intérêt de me dire bah, c'est magnifique, je vais gagner du temps, je vais faire une photo d'une recette et je vais dire à l'agent d'aller me commander ça sur Migros Online, tu vois. Mhm. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'ils ont besoin, si tu veux, de cette utilisation B2C pour améliorer les choses. Parce que de nouveau, aujourd'hui c'est hyper lent. Il y a quand même pas mal de problématiques qui vont se poser au niveau sécurité, hein. Quand je regardais le truc hier, ça peut vite faire peur. Et puis tu vois, aujourd'hui justement, il n'y a pas la confiance dans ce que l'outil est en train de faire. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu le regardes. Donc bon, hier soir pour la démo, c'était sympa. Je mangeais mon repas et puis je regardais ce qu'il faisait. Et je trouvais ça intéressant. C'est un peu ce côté fascinant. Mais de là à me dire, oui, ben, cette méthode-là d'utiliser un agent pour faire des actions sur le web, pour l'instant, je pense que c'est encore un peu embryonnaire. Mais à mon avis, on va arriver vers quelque chose d'assez intéressant. Je pourrais te partager aussi plusieurs use cases que j'ai testés, qui sont des use cases très B2B. Mais je pense que ce qu'il faut relever, et ce qui est pour moi la plus grande révolution, tu vois, au-delà de l'aspect agent, parce que ce mode agent qui te permet d'effectuer dans tes onglets des actions par un modèle qui a des capacités de vision, des capacités de réflexion et qui sait où il va devoir cliquer. On le voit, c'est très très agentique, c'est vraiment c'est un vrai agent et c'est assez fou ce qu'ils ont réussi à faire déjà jusqu'ici. Mais au-delà de ça, je pense, si on reprend un petit peu l'historique, tu vois, moi je me souviens quand j'ai commencé à bosser, euh, on n'avait rien sur le web. Mhm. Je te parle de 2007-2008, c'était mes premières expériences professionnelles. Les logiciels, c'était des trucs qui tournaient encore en local. Il n'y avait pas de cloud, il y avait pas tout ça. Il y avait encore énormément de choses qui se faisaient en papier, de papier. Et tu vois, il n'y a même pas 20 ans, enfin, ça me fait vieillir un coup là, mais ça fait quand même pas 20 ans, ça fait une quinzaine d'années. Et il n'y avait rien sur le web. Le web, c'était justement du B2C. Aujourd'hui, si tu reprends la chose différemment, tous les logiciels, on a eu ce boom des SaaS, tout se passe sur le web. Aujourd'hui, ton outil de travail sur ton ordi, c'est quoi? C'est un navigateur. Il y a très peu d'applications que tu vas installer en truc natif sur ton ordi finalement. Tu as accès à tes mails sur ton navigateur, tu as accès à Slack sur ton navigateur si tu ne veux pas installer l'app, tu as accès à tes outils d'IA, tu as accès à tous tes outils SaaS que tu pourrais bien avoir, ton CRM, tes outils d'enrichissement de leads, ça dépend ce que tu fais comme boulot, mais je dirais que à part certaines industries où il n'existe pas justement, où les logiciels sont encore très vieux, ils n'ont pas migré vers le web, tout aujourd'hui est natif web. Et Mhm. j'écoutais un gars dans un podcast qui parlait de ça. C'est vrai que Google, on peut, pour leur monopole sur le web, on peut leur reprocher pas mal de choses, mais en termes de ce qu'ils ont fait en fait avec Chrome, parce qu'ils l'ont rendu quand même open source. D'ailleurs, aujourd'hui, tu vois tous ces trucs qui sortent, Comet, moi j'utilisais déjà avant ces trucs-là, Dia,
qui est en Et il fait me semble que Atlas aussi est sur Chromium. Ouais, c'est Ouais, Chromium, bien ouais. sûr. Ouais. Tout est du Chromium. Mais si tu veux, du coup, ça a permis finalement de faire des choses complexes dans un environnement qui est l'environnement du navigateur, où avant, il te fallait justement un exécutable qui se mette sur un ordi et qui tourne en local sur ton ordi, quoi. Et ça, je Mhm. pense que c'est ça la vraie révolution. Et puis du coup, bah, avant, on avait dans son navigateur un onglet ChatGPT et tous ses outils. Et maintenant, en fait, le navigateur, il a ChatGPT partout. Je peux peut-être montrer après un peu ce que je trouve sympa, mais je pense que c'est aussi un peu la démo qu'ils en ont fait. Je trouve que c'est un prolongement assez logique. Après, encore une fois, le mode agent, c'est une des fonctionnalités de l'outil. Je pense que c'est très perfectible encore ce truc parce que de nouveau, c'est trop lent, il y a des problèmes de confiance. J'ose pas imaginer non plus l'impact écologique en fait. Donc voilà. Ouais, clairement, en tout cas, même sur l'impact et puis même le besoin, ça me refait penser un peu à ce passage de Carpati sur ce besoin. En tout cas, on va avoir un besoin qui est assez énorme là-dessus. Et justement, pour rebondir un peu sur ce que lui expliquait, il voyait vraiment la venue plutôt de l'agent IA comme on le pense dans une décennie et pas dans quelques années ou très récemment comme nous, on a pu le penser. Euh, mais nous, on a pu le voir de notre côté, en tout cas une accélération ces derniers mois, une forte accélération à ce niveau-là. Donc, selon toi, quelles vont être les prochaines étapes en fait à ce mode d'agent IA en fait pour l'améliorer? Toi qui as pu bah, justement bien travailler avec et préparer des choses dessus, pour toi, quelles sont les prochaines étapes à venir là-dessus pour améliorer tout ça? Bah, si tu veux, je pense que ce que dit Karpati, bah effectivement, c'est un chercheur, c'est un gars qui est brillant. Enfin, je le connais pas, mais c'est un gars qui est brillant, c'est un gars qui sait de quoi il parle. Donc, je pense qu'effectivement, on a beaucoup de. Si tu veux, aujourd'hui, moi, je vois un peu l'agentique comme une somme de tout plein de technologies, de tout plein de recherches, de tout plein de nouveaux outils qui permettent à un modèle d'intelligence artificielle, donc un LLM, d'effectuer des tâches, d'avoir de l'autonomie, de comprendre son contexte, d'être conscient du contexte aussi, donc de sa mémoire, de ce qu'il peut traiter ou pas, qui est capable d'actionner des outils, qui est capable de. Bah, on a déjà travaillé sur la brique de simplification de l'utilisation des outils avec les MCP, avec ces choses-là. De l'autre côté, bah, justement, le cerveau, donc le LLM, il est de plus en plus bon à finalement actionner les outils au bon moment, actionner des sous-agents, etc. Donc, je pense que c'est vraiment une somme de toute une brique de technologie. Et effectivement, probablement qu'il a raison, il nous manque encore des briques. Et aujourd'hui, on arrive à. Bah, on voit au niveau du code, je pense que l'agentique, elle est quand même déjà hyper puissante. C'est ce qui permet le vibe coding, on en a parlé. Moi, je trouve ça assez incroyable. Maintenant, tu vois, tu as des nouvelles technos qui arrivent, enfin des nouveaux concepts dans cette notion d'agent qui arrivent sans arrêt. Claude, ils ont sorti, donc Anthropic, ils ont sorti les skills maintenant. Je peux peut-être en parler aussi parce que je Mhm. l'ai utilisé dans l'interface Claude.ai, donc dans l'interface web. C'est assez génial. En fait, tu vas pouvoir donner non seulement des instructions, mais aussi des fichiers, des guidelines. Il y a une façon en fait de générer une sorte de répertoire de fichiers pour ces compétences, si on veut, et tu peux lui en ajouter plein. Et au fur et à mesure, en fait, lui, il va se dire, tiens, il faut que je fasse appel à cette compétence pour faire ce que l'utilisateur me demande. Et par exemple, bah, il m'a généré hier un PowerPoint du coup, sur Google Slide avec notre identité visuelle. Parce que dans un des skills, je lui dis, ben voilà comment je veux mes PowerPoints, voilà notre identité graphique, etc., etc. Et cetera. Ok. Et du coup, tu vois, ça, c'est un skill. Mais après, on pourrait imaginer un des skills qu'on lui donne, c'est comment on écrit habituellement chez Future Digital, Move AI, nos emails. Pas plus, enfin, tu vois. Et du coup, il a tous ces skills. Et du coup, depuis un seul et même agent, qui est finalement l'agent conversationnel principal, en fonction de ce que tu lui demandes, il va faire appel à ses skills. Et ça, tu vois, c'est tout nouveau, c'est sorti la semaine passée. Donc, tu as tout plein de trucs comme ça. L'optimisation de la mémoire pour le contexte des agents, que Anthropic a sorti aussi récemment. La capacité de compacter le contexte pour que l'agent
il économise du contexte, mais qu'il puisse continuer là où il en est. Parce que tu sais, on a tous la frustration quand on arrive à 200 000 tokens sur Claude et qui nous dit la conversation est trop longue. Bah, il faut recommencer. Et du coup, tu dois redonner plein d'informations, tu vois. Donc, il y a plein. Et il y en a sûrement plein que Karpati voit qu'on connaît pas et des limitations qu'on voit pas et qui sont là et qui font il nous manque des découvertes technologiques pour aller plus loin. Et je pense que, par exemple, tu vois, quand on utilise, quand on couple un LLM avec le fait, en fait, ce qui fait le mode agent, hein, pour vulgariser un peu, je suis pas expert là-dedans, mais en gros, il va prendre des captures d'écran à plein d'intervalles de ce qui se passe dans ton navigateur. Il y a un modèle de vision qui a été entraîné à comprendre l'interface graphique de ton navigateur, donc l'application, le Google Doc, le truc dans lequel tu es. Et du coup, bah, toutes ces informations vont remonter à l'agent qui vient décider, OK, est-ce que j'ai le droit de cliquer là? Est-ce que je peux faire ça? Si je clique là, quelle est la fenêtre suivante, etc. Donc tu vois, en fait, c'est pas du tout efficace quand on y pense. Parce que pour que ça soit rapide, à la vitesse où le fait un humain, par exemple, il faudrait, enfin, t'imagines, si tout le monde utilise ça, c'est probablement un désastre écologique. Donc je pense que typiquement pour un agent qui fait de la recherche web avec les interfaces web qu'on connaît, on n'y est pas. Maintenant, moi, je me pose une grande question, c'est de manière générale l'avenir du web. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, le web, il est fait pour des humains. Et du coup, là, on essaye de donner à un agent la capacité d'utiliser des pages qui sont faites pour des humains. Mais c'est pas efficace. Parce que de nouveau, un agent, quand tu le fais en mode agentique, en code, bah justement, il va utiliser des MCP qui lui donnent des capacités d'action via de l'API, donc des données, des actions qui sont finalement structurées, qui sont codifiées d'une certaine manière. Et donc, pour lui, c'est beaucoup plus facile d'actionner des trucs, tu vois. Donc, je sais pas si finalement ce mode où on essaye de faire utiliser un web qui est fait pour des humains à une IA, c'est vraiment là où on va avoir une vraie révolution, tu vois. Et je pense que bah, Karpati, de manière générale, il faut l'écouter. Même si aujourd'hui, dans l'agentique, je pense que sur la somme de petits use cases, on peut trouver des petits use cases vraiment cool. Euh, En workflow IA, en workflow agentique, j'expliquerai peut-être aussi après un peu ces différences, ou en vrai agentique pour les entreprises dans différents domaines, sans attendre 10 ans. On peut y aller maintenant. Après, ça reste une étape où il faut prototyper, il faut tester, il faut voir que ça marche. Pas de Est-ce que miracle. tu penses que pour ces navigateurs web, c'est quelque chose qui va à l'avenir un peu mourir et devenir simplement une bibliothèque d'enrichissement pour ces modèles-là? Ouais, je pense. Je, de nouveau, aujourd'hui, au début, on avait un chat GPT qui n'était pas du tout connecté au web. Enfin, je dis un chat GPT, mais on avait des agents conversationnels qui répondaient à nos questions, qui n'étaient pas connectés au web. Aujourd'hui, on a ces agents-là qui nous suivent dans le navigateur. Donc, tu vois, par exemple, moi, j'utilise DIA depuis longtemps, un truc tout bête, mais euh, en fait, quand je fais un raccourci commande T pour ouvrir un nouvel onglet et que je tape ma question, par défaut, je lui ai demandé d'aller dans le chat. Et lui, il utilise différents modèles, il utilise du raisonnement ou pas, il fait ses queries et il me fait une réponse. Ok. Et du coup, je peux pas te dire depuis combien de temps j'ai pas été sur Google, Ouais. tu vois? Et donc, clairement, je pense il y a un gros changement qui est en train de s'opérer. Et je pense que de plus en plus, effectivement, le web, ça va être des pages, des structures, des façons de transmettre l'information qui seront purement pour des agents. Et c'est pas là où l'humain va encore aller. Après, je pense que il y aura peut-être dans une transition un peu les deux, c'est-à-dire que ton site web, tu auras un mode humain, un mode agent. Ok. Le mode humain, bah, ça restera le truc, tu vois, où il faut mettre du goût, il faut mettre du design, il faut mettre de l'humanité, il faut mettre des photos. Tu vois, c'est ça qu'on recherche aujourd'hui. Tu veux pas aller sur une page, contacter une entreprise si tu vois pas qui bosse là-bas, qu'est-ce qu'ils font, ces choses-là. Donc ça restera le côté humain. Puis après, derrière, par contre, toute la description des services, tous les case studies, tous ces trucs-là, qu'est-ce que la boîte peut amener, ça sera fait pour des agents. Mhm. Ce que je trouve intéressant avec ces dernières nouveautés et les personnes qui les utilisent vraiment, c'est que moi, ce qui me faisait un peu peur depuis le début de l'IA, c'est qu'on l'utilise clairement de la mauvaise manière et c'est quelque chose qu'on a pu voir, hein,
comment dire, dans le fait oula, j'arrive pas à trouver le mot. Déshumanisé. Voilà, exactement, dans le sens où on va utiliser des LLM pour écrire des mails, etc., et perdre en fait complètement notre touche. On a pu le voir même sur LinkedIn, des IA parler entre IA, etc. Et Ouais. j'avais, moi, vraiment cette peur sur l'avenir, là où aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu plus rectifié et qu'on commence et moi le premier, mais de plus en plus à comprendre que en fait, bah déjà la vraie plus-value de l'IA déjà c'est dans le code, les modes agentiques c'est pour des outils et que en fait on commence à comprendre que c'est quelque chose qui est plus structurel, donc une utilisation carrément comme l'électricité, quelque chose qui est là mais qu'on ne voit pas forcément et remettre un peu l'humain en face pour faire le vrai travail quoi. Donc effectivement, alors pour rebondir sur ce que tu disais, donc tu as l'impression que c'est qu'on est en train de rectifier le tir et utiliser l'IA pour les bonnes choses, hein, c'est ça que tu disais. Exactement. Euh, j'ai envie de dire, ben oui, pour ceux qui ont pris le train très vite. Malheureusement, le problème, c'est que la courbe d'adoption, tu vois, si on imagine la courbe d'adoption, je peux te dire encore avant, j'étais avec un CTO au téléphone d'une boîte de 500 personnes. Stratégie à zéro, utilisation de l'IA zéro. Les gens, tout ce qu'ils veulent faire, c'est automatiser leur mail. Donc, tu vois, le problème, en fait, c'est que je pense qu'on va, dans les 18 prochains mois, avoir une déferlante de mauvaise utilisation de l'IA. Parce que Ok, tu penses que ce la sera comme... grosse masse, ouais, parce que la grosse masse, en fait, ils n'ont pas pris conscience de ça. Ok. J'ai vu aujourd'hui, mais j'ai pas retrouvé l'info. J'ai essayé de la chercher parce que du coup, je scrollais rapidement ce matin. Apparemment, bientôt sur LinkedIn, tu pourras choisir si tu veux ou pas des contenus qui ont été générés par de l'IA dans ton feed. Mhm. Nouvelle incroyable parce que ce matin, juste pour faire l'analyse, j'ai passé 10 minutes sur LinkedIn. Il y a que des contenus de merde avec aucun fond, qui n'apportent aucune valeur ajoutée, qui ont zéro humanité dans le sens où, tu vois, moi maintenant, je me suis dit que donc mes posts, je les fais moi-même. Euh, Là, je pourrais m'aider de l'IA pour les faire, ça n'est pas le problème. Mais par contre, tu vois, c'est le fond, le contenu. En fait, j'essaye de plus que donner des retours d'expérience, Mhm. des trucs que des trucs que j'ai pu tester, des trucs que j'ai observés. Parce que ça apporte de la valeur qu'on ne trouve pas justement en disant c'est quoi une stratégie IA pour l'entreprise. Tu vois, je sais pas combien j'ai vu de posts de qu'est-ce qu'il faut faire. Après, tu vois, il y a aussi des graphes qui sont générés par IA et tout. Et en fait, ouais, l'information, elle n'est pas fausse, mais c'est juste vide de sens. Ça donne pas envie de lire parce qu'il n'y a pas de connexion humaine. Et je pense que ça va encore continuer un petit peu. Et puis au bout d'un moment, bah justement, les gens ils vont se rendre compte que enfin, tirer son épingle du jeu de l'IA, c'est pas que tes collaborateurs ils postent des trucs sans fond sur LinkedIn parce qu'ils ont la capacité de générer des trucs sans fond, tu vois. Mais on n'y est pas encore, à mon avis, à cette prise de conscience. Ok, enfin c'est juste moi quelque chose que je vois arriver avec toutes les dernières nouvelles qu'on a eues. Ouais, Si on revient un peu sur du coup la sortie d'Atlas, toi qui l'as bien utilisé, ouais. dans un premier temps et à chaud, qu'en penses-tu? Et si tu veux peut-être nous montrer ou nous expliquer un peu l'utilisation que tu as réussi à en faire, parce que je trouve ça hyper intéressant comparé à ce que bah, typiquement OpenAI a pu présenter, et puis comme je te le disais, cette fonction où en fait je les voyais un peu vide de sens, quoi. Mhm. Ouais, clairement. Du coup, je peux partager mon écran. Donc là, je suis pas dans, j'ai fait exprès, je suis pas dans Atlas pour l'instant. Je suis toujours sur Dia. Donc d'ailleurs, Dia, qui est un produit quand même, qui était déjà hyper orienté. On amène l'IA dans le navigateur, hein. Dia, je sais pas si tu connais Arc. Du coup, c'est eux qui avaient fait le navigateur Chromium justement avec Ouais, la ça je connais. navigation sur la gauche, enfin les onglets sur la gauche, Mhm. etc. Et donc du coup, bah, il y avait déjà la capacité de référencer des onglets, de poser des questions, de récupérer le contexte, de demander des questions sur une vidéo YouTube parce qu'il y avait le contexte directement, etc. Donc c'était déjà vraiment cool. Et donc là, pour la vidéo, je suis sur Dia. Et effectivement, si je passe maintenant à... Voilà, donc là, est-ce que tu vois, je suis dans Atlas. Ok. Donc bon,
Ça, c'est similaire à ce qu'on a sur Dia. Bon, ils ont fait un travail de fou, honnêtement, sur lui. Tu vois, ça, c'est assez incroyable. Tu vois, si tu mets le mode agent, tu as le petit truc ici. Enfin, ouais, c'est très joli au niveau UI. Après, est-ce que c'est utile? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est très beau. C'est assez fou ce qu'ils ont réussi à faire. Puis, en gros, tu vois, j'ai une notion d'onglet, mais en réalité, je suis ici dans ChatGPT, tu vois. Mhm. Je retrouve mes historiques à droite. Et là, si je vais sur, je sais pas moi, euh, si je vais sur ma pipe drive, ici, tu vois, je peux demander à ChatGPT quelque chose. Il a le contexte du coup de la page dans laquelle je suis en train de naviguer. Et je peux lui dire, par exemple, je sais pas moi, quels sont les prix pour une équipe de deux. Donc là, il y a pas, pour l'instant, j'ai pas activé de mode agentique. Exact. J'ai pas activé de mode agentique, mais normalement, il est censé. Enfin, ce qu'ils disaient eux, c'est ça permet à l'utilisateur de creuser sur ce qu'il est en train de voir, là où il est en train de naviguer avec ChatGPT ici. Bon, Ok. c'est un petit peu gadget, mais voilà. Si maintenant, par contre, je me connecte sur le CRM, on va le mettre en mode agent. OK? Et du coup, je vais ouvrir aussi LinkedIn. On va créer ici une petite tâche. Donc, je vais lui dire euh, va trouver les informations de Adam Monet. C'est comme ça hein, que ça s'écrit, c'est juste 2N Ouais. sur LinkedIn. Et vérifie si il est présent dans les contacts Pipedrive. Donc là, on est en mode agent. On va voir ce qu'il nous fait. Ok, donc là, il va sur LinkedIn, il va faire des recherches, etc. On va le laisser bosser. Ce que je trouve qui est intéressant quand même, bah justement, moi, c'était un peu ce genre de petites tâches qui m'intéressaient. Donc là, on va voir ce qu'il nous fait. Ouais, il t'a trouvé. T'as deux comptes apparemment. Ah ouais, bah tu vois, j'étais même pas au courant. Ouais. Et en fait, là, tu vas chaque fois retrouver finalement, tu vois, la puissance du truc. Tu vois tout le raisonnement qu'il doit faire pendant qu'il est en train de finir ça, pour revenir à ce que j'ai testé hier soir. Donc, j'ai testé trois use cases. Le premier, justement, je me suis dit, OK, ben, toi, tu m'as attribué des tâches puisque j'ai une extension dans LinkedIn qui permet d'aller sur un profil et d'enrichir le profil en récupérant l'email, le numéro de téléphone selon différents services d'enrichissement. Tu m'as mis des tâches, trouver contact ou aller récupérer les contacts sur LinkedIn pour des gens dans le CRM, des gens de notre campagne de prospection. Du coup, je me suis dit, tiens, plutôt que de faire ça, puis d'aller 20 fois dans les prospects, etc., je vais lui dire, OK, ben, va dans notre liste de prospects. Pour chaque prospect, va vérifier s'il y a un contact. S'il n'y en a pas, va vérifier si tu peux en associer un qui est déjà dans la base de données des contacts du CRM. Si le contact n'a pas de numéro de téléphone ou d'email, va sur LinkedIn, utilise l'extension Surf et enrichis. Et c'est ça la vidéo que je vous ai envoyée hier soir sur Slack. Et en fait, Exactement. bah, du coup, il l'a fait. Il l'a fait pour. Alors, c'était lent, mais il l'a fait pour une quinzaine. Après, je l'ai coupé. Une quinzaine de, de prospects qu'on avait dans le CRM. Et vraiment, tu le vois, il va sur LinkedIn, etc., etc. Ok, et c'est une tâche qu'il a pu faire comme il faut quand même. Ouais, ouais, il l'a super bien fait. Il l'a super bien fait à mon grand étonnement. Ensuite, je me suis dit, deuxième truc un peu plus, bah, c'était le challenge lancé par Anthony. Est-ce que il arrive à aller dans le RP sur lequel on fait notre compta aussi, et il arrive à comptabiliser des choses. Donc intéressant, je lui ai donné un ticket de la Migros sur Google Drive, et je lui ai dit, ben voilà, tu vas comptabiliser ça dans site de RP, c'est notre RP. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'agent, même si tu n'as pas l'onglet ouvert, il a ton historique de recherche et il a une mémoire sur cet historique. Donc, il a été sur notre ERP. Il a galéré un petit peu parce que, bah, par exemple, les scrolls horizontales, ces choses-là, enfin, c'est une UI qui est quand même assez particulière dans le RP. Donc, il n'y est pas arrivé. Mhm. Mais il y avait quand même des trucs où je me disais, ouais, dans 6 mois, dans peut-être une année au plus, euh,
n'as même pas besoin de faire un agent avec des API, avec des trucs. Tu dis à l'agent, je pense que tu pourras lui enregistrer des skills, donc lui montrer comment l'humain il fait, pour qu'il l'apprenne, parce que du coup, quand tu as un outil, tu vois, un Pipedrive, c'est connu. Quand tu as un outil, on va voir ce qu'il a fait ici. Bon, il est en train de te chercher, il ne te trouve pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je suis allé sur LinkedIn, j'ai trouvé le contact, son titre est copywriter, globalisation, ok. J'ai ouvert Pipedrive, j'ai utilisé la recherche globale, conclusion, il n'est pas présent dans votre CRM, etc. Bon, probablement que tu y es, mais simplement, bah, clairement, je pense que voilà, il t'a pas trouvé parce qu'il n'y a pas ton nom, etc. Donc voilà, mais toujours intéressant. Mais du coup, je reviens sur ce que je disais. Donc j'imagine que dans 6 mois, dans une année, on pourra apprendre en une fois à notre agent, dans notre navigateur, comment on effectue une tâche. Ah ben, je vais dans Google Drive, je vais récupérer les tickets qui sont dans le dossier tickets à traiter. Je vais sur site ERP qui est mon ERP, je clique sur comptabilité, je vais dans créer une pièce comptable, je rentre la pièce comptable, je regarde le compte en fonction de la dépense, je mets la TVA, etc. Parce que hier, il a quand même réussi à me faire ça. Il a calculé la TVA Mhm. et du coup, il a commencé à me faire les lignes dans ma pièce comptable. Alors, du coup, il a galéré un peu. Il m'a mis ça sur un compte d'attente ticket parce que c'était un ticket plutôt que les frais de bureau. Dans l'occurrence, j'avais acheté des post-it. Mais franchement, c'est émergent, quoi. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Après, maintenant, c'est ultra lent. Donc bon, de nouveau, est-ce que finalement la petite boîte qui a 10 trucs à comptabiliser par jour, elle en a rien à foutre, hein. Elle va lancer ça la nuit et puis le lendemain matin, tout sera comptabilisé. Donc franchement, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de cas d'utilisation et on peut en imaginer plein. Tu vois, c'est pareil, moi j'ai un peu je vais souvent ouvrir des documents dans OneDrive, pas dans OneDrive, dans Google Drive, des Google Docs et je mets pas de titre. Et du coup, je lui ai dit, bah, va regarder tous mes Google Docs qui n'ont pas de titre, clique dedans, lis le contenu et définis un titre court et pertinent. Bah, il l'a fait, quoi. Alors, de nouveau, tu vois, est-ce que c'est ça les gros gains de temps révolutionnaires? Non. Mais c'est juste pour montrer où on va aller. Mhm. Parce qu'encore une fois, tu vois, aujourd'hui, pour automatiser via un agent qu'on code l'accès au Pipedrive avec un serveur MCP, le fait d'avoir un accès de nouveau MCP aux outils d'enrichissement, à tous les bordels d'API qu'il va falloir pour LinkedIn et tout, pour ce que j'ai fait, que je te montrais, que j'ai montré hier soir là, avec l'enrichissement de lead, c'est lourd à configurer ça en mode agent. Alors, ça sera certainement plus efficace et beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher, etc. Parce que là, il faudra voir aussi combien va coûter ce mode agent. Parce que si tout le monde l'utilise à fond, j'imagine que ça consomme des tokens de fou. Mais par contre, ben voilà, plus ils vont améliorer ce système, plus les gens vont le faire avec ça. Clairement. Et ouais, justement, c'est comme je te le disais avant, j'ai de la peine à comprendre pourquoi même eux, dans leur présentation, leur présentent de manière comme un gadget pour réserver un hôtel ou, des ou acheter des habits, alors que pour moi la vraie plus-value de ces outils, elle est là, quoi. Ouais, ouais, je sais pas. Je pense, à mon avis, et tu sais, ça c'est peut-être aussi assez en lien avec la constatation qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème d'adoption au niveau B2B. En Suisse, mais je pense partout ailleurs. Donc les gens au niveau business, c'est très lent l'adoption de l'IA malgré toutes les capacités. On a vu, il y a un gap énorme entre la capacité et ce que les entreprises en font. Il y a plein de projets qui échouent, etc. Donc je pense que leur réflexion, elle n'est pas bête, c'est de se dire, finalement, si à titre individuel, on fait comprendre aux gens la puissance de l'IA pour des use cases B2C, eh ben après, ça va simplifier aussi là où l'argent est, qui est d'aller vendre des solutions comme ça pour le B2B, tu vois. Je me dis, c'est Mhm. peut-être une piste, mais encore une fois, je bosse pas chez OpenAI, donc je sais pas si j'ai raison. Ok, donc en tout cas, quelque chose à suivre. Donc toi, typiquement, je sais que tu n'utilises pas forcément, tu verrais déjà plus utiliser Atlas que par exemple Google. Ouais, alors Chrome, j'utilise pas depuis longtemps. Après, du coup, aujourd'hui, Dia, je dirais que ça fait l'affaire. Je vais les mettre un peu en compétition les deux. Mais Dia fait l'affaire parce que, de nouveau, j'ai la capacité de chercher, si tu veux, et d'avoir ma réponse en mode
avec un modèle de raisonnement, avec des recherches web qui sont, tu vois, il fait des multi-requêtes web, Mhm. comme quand tu fais une recherche un peu agentique dans Claude ou dans OpenAI. Donc du coup, il va chercher les meilleures sources, il les re-rank et de là, il génère une réponse, il te met les liens. Et ça, pour moi, c'est clair, c'est ce que j'utilise tous les jours. Après, tu as vu qu'aujourd'hui, enfin, tu as vu que maintenant en Suisse, on a aussi le mode IA qui est De... disponible dans Google. Ouais. Il y avait déjà les AI Overviews. Alors, j'ai lu une stat parce que l'épisode de la semaine prochaine, on aura un spécialiste de la partie justement l'avenir du web et du SEO, etc. avec l'IA. Mais j'ai lu une stat. Pour l'instant, Google, c'est encore 380 fois le volume de recherche de ChatGPT. Enfin, je crois de tous les outils d'IA confondus. Donc, ça reste, voilà. Et là, aux États-Unis, en tout cas, plus de la moitié des recherches ont généré un AI overview. Et honnêtement, bah, même pour quelqu'un qui va pas prendre un navigateur avec de l'IA, etc., mais qui va sur Google comme point d'entrée, je pense qu'il n'y a pas photo. Si tu repenses à comment il fallait chercher avant, tu tapes une requête, il faut faire attention à ta requête, tu as plein de liens, il y a plein de liens sponsorisés, on connaît le jeu, les gens, les entreprises, quand tu cherches une solution, vont faire des articles de blog qui sont bien référencés, etc. Tu tombes, tu cherches, enfin, mais plus jamais j'aurais envie de faire ça. Par contre, ce que j'ai lu aussi, c'est que de l'autre côté, bah, la plupart, si tu veux bien, des entreprises maintenant, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se dire, ouh là là, mais maintenant il faut qu'on fasse une stratégie pour être ranké par l'IA. Et de nouveau, elles vont trouver des tricks pour finalement être ranké. Et au final, bah, le consommateur, il aura une réponse IA qui sera probablement biaisée par tout plein de petits systèmes et contournements que les entreprises auront trouvés pour être mieux référencées. Je ne sais Mhm. pas comment ça va évoluer honnêtement, mais ça va être assez intéressant, je pense. Ouais, Gemini Entreprise aussi, quand ils avaient fait leur présentation, étaient assez contents de l'overview. Bah, c'est quelque chose, comme tu l'as dit, qui marche plutôt bien. Et Ouais. effectivement, semaine prochaine, on a un spécialiste SEO, GEO, donc ça tombe bien un peu toutes ces nouvelles, parce qu'on pourra lui poser la question de lui, comment il voit un peu l'avenir de tout ça. Ouais. Euh, En parallèle, la semaine passée, non, la semaine d'avant, on avait fait les premiers tests de l'agent Kit, donc où tu nous avais pu nous montrer des premiers essais avec des widget builders. Donc, si jamais, je mettrai la vidéo en description pour avoir un peu un suivi. Et aujourd'hui, donc, tu as pu faire quelque chose d'un peu plus complet avec cet outil-là. Alors non, du coup, j'ai pas utilisé cet outil-là. Donc, j'ai pas utilisé le Agent Builder visuel. Mhm. En fait, pour moi, je pense que, alors c'est un super truc. Je vais m'y remettre, hein, je vais y revenir. Je vais faire quelques use cases aussi pour me former là-dessus. Mais du coup, je pense qu'aujourd'hui, si tu as envie de comprendre cet agentique, qu'est-ce que ça implique, comment il faut réfléchir au process, comment il faut, etc. Il faut le construire en fait, tu vois, en passant par du code. Et de nouveau, ce qui est incroyable, c'est que aujourd'hui, tu n'as pas besoin de savoir coder pour faire ça avec du code. C'est pas mon cas, du coup, je ne sais pas coder du tout. Simplement, j'utilise Claude Code. On pourrait aussi utiliser Cursor. Il y a tout un tas d'outils qui permettent de le faire. Donc, j'ai été sur Claude Code. Je vais te montrer après à quoi ça ressemble. Euh, j'ai été sur Claude Code. J'ai créé finalement un projet. Donc, j'ai créé un dossier sur mon ordi, un dossier vide. Et je lui ai dit, bah voilà, j'ai envie que tu ailles chercher la documentation. Alors du coup, c'est pas Agent Kit, c'est le Agent SDK. Donc Ok, ouais. c'est si tu veux un kit pour les développeurs pour finalement créer des agents directement avec toutes les capacités, enfin les outils d'agents de OpenAI. En l'occurrence, ici, j'ai utilisé celui qui est en TypeScript, enfin plutôt JavaScript. Et du coup, justement, le but, c'est tu installes ce package. Donc là, en l'occurrence, tu dis à Claude Code que tu veux faire ça, c'est lui qui installe, il s'occupe de tout. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas plus de ça, pas plus que ça de connaissances techniques à avoir. Je vais te partager mon écran, comme ça sera plus simple pour montrer. Et du coup, je lui ai dit, voilà. En fait, j'avais une idée. Je me suis dit, tiens, j'avais un document Excel
Et un document Excel qui, du coup, j'ai exporté en brut de notre système comptable avec 600 lignes. C'est toutes les écritures de débit d'outils SaaS, enfin tout ce que j'ai mis sur les comptes SaaS, frais d'infrastructure IT, etc. On a une PT, tu vois, il y avait 600 lignes depuis le début de l'année. Et du coup, tu avais à chaque fois, j'ai exporté la date, la description. Donc, en fait, c'est le libellé qui vient de la banque parce que du coup, Mhm. on a tout qui est directement remonté automatiquement de la banque. Donc, sur le libellé de la banque, tu as le numéro de carte, le nom du marchand qu'il a trouvé, le montant en devise et tout ça, et le montant en francs suisses. Et je me suis dit, bah, ce serait intéressant, finalement, d'avoir un agent qui analyse ces données et les enrichit. Donc typiquement, il passe sur la première ligne, il voit OpenAI subscription, quoi. Il se dit, ok, c'est quoi? Bon, pas besoin forcément d'avoir une recherche web pour ça, mais pour d'autres marchands qui sont moins connus, je voulais qu'il y ait une recherche web qui se fasse si l'agent, enfin si le LLM connaît pas le marchand, pour aller voir qu'est-ce que c'est, pour pouvoir l'auto-catégoriser, etc. Donc, partons de ce principe, je me suis dit, ok, bah vas-y, j'ai dit ça à Claude Code, j'ai dit je veux faire un agent, je veux qu'il fasse ça, voilà ce que j'ai en input, voilà ce que je veux en output, je veux derrière un outil qui puisse interpréter une base de données. Je vais te montrer comment j'ai fait à la DB. Et du coup, bah, c'est Claude qui m'a fait le projet et on a implémenté ça avec justement le SDK d'OpenAI. Donc derrière le modèle, c'est GPT-5 Mini. Mhm. Et puis, je partage mon écran, ce sera plus simple. Tac. Voilà. En fait, ça ressemble à ça. C'est un peu barbare hein, à première vue, parce que du coup, c'est dans le terminal. Mais en fait, je trouve ça assez cool, parce que c'est plus, si tu veux, tu as moins de distractions. Et donc là, tu vois, je suis sur un autre projet. Euh, Vu qu'on parle pas mal d'enrichissement et tout, je voulais m'amuser un petit peu. Alors, de nouveau, c'est toujours des projets école pour l'instant. Pour l'instant, on réfléchit de plus en plus à comment on pourrait intégrer l'agentique dans nos projets clients, mais je dirais que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment besoin. Et ce serait plutôt, à mon avis, contre-productif de le faire. Et du coup, ce que j'ai fait, on va le tester d'ailleurs. Donc, j'ai simplement fait une petite interface basique. Hein. Là, l'interface, c'est du HTML et du CSS, donc c'est assez moche. Mais ici, je peux mettre directement un nom de société. Je pourrais mettre un contexte. Et tu vois, j'ai fait deux types d'agents. En fait, la plupart des gens, ce qui s'imaginent comme un agent, en fait, il y a un rêve entre ce qu'on peut faire avec un agent et ce qu'on ne peut pas faire. C'est vrai que, si tu veux, pour la plupart des gens, ce qu'ils font, si on schématise ça, pardon, hop, c'est qu'en fait, tu as un input. Cet input, donc ça peut être un texte que tu lui mets, une donnée qui arrive. Il est passé à LLM1 qui a une instruction. Ce LLM1, potentiellement, effectivement, il peut appeler un outil, genre aller lire dans une base de données, pourquoi pas. Si on le met comme ça, donc on a l'outil 1. Puis après, lui, il reçoit cet input, il en fait un output. L'output, il est passé. Allez, on va quand même mettre ici agent parce que du coup, s'il y a un LLM, c'est que. Enfin, s'il y a un outil, c'est que c'est un agent. Enfin, en tout cas, c'est un LLM qui est capable d'utiliser des outils. Mais tu vois, pour chaque brique, là, tu as un prompt de fou. Tu lui dis comment il doit agir. Je me souviens quand j'ai les agents sur N8N, dans quel ordre il doit faire les choses. En fait, c'est un agent qui n'en est pas vraiment un, dans le sens où c'en est un de manière très technique parce qu'il peut actionner des outils, etc. Mais souvent, c'est des trucs qui ont en fait des instructions qui sont très précises. Et si tu veux, la définition pour moi aujourd'hui de l'agent, c'est justement de ne pas avoir une description très précise de ce qu'il doit faire. C'est de lui dire, voilà les autres agents que tu as à disposition, voilà grosso modo ta mission, démerde-toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est de donner beaucoup plus d'autonomie. Et donc c'est pour ça, quand j'ai commencé, en fait j'ai fait un truc comme ça. L'agent 1, il devait vérifier pour chaque ligne si le fournisseur existait déjà dans l'ADB. S'il n'existait pas, il avait l'agent 2 pour aller chercher sur Internet
remonter le nom de l'agent, le donner à celui qui crée dans la DB, etc. Donc c'était vraiment un truc. Et d'ailleurs, c'était uni-agent. Il n'y avait qu'un seul agent qui avait les tools et qui les utilisait dans l'ordre. Je peux te montrer après le prompt si jamais ça peut être intéressant. Et du coup, tu vois, ça donne des trucs. Si je viens dans le dashboard et que je te montre, ça, c'est assez bien fait chez OpenAI derrière les logs, c'est ce qu'ils appellent les traces. Si on va un peu plus loin, voilà, c'était lui, le expense categorizer. Donc, tu vois, on voit tout ce qu'il a fait. Puis, tu vois, c'est séquentiel. En gros, il a reçu ici un message de mon application. Puis, tu vois les instructions, quoi. Tu es un expert comptable spécialisé dans la catégorisation de dépenses, workflow étape par étape, tu extrais le fournisseur, tu recherches le fournisseur. 2B, si il y a une recherche web du fournisseur qui est obligatoire pour un nouveau fournisseur, tu crées le nouveau fournisseur, tu analyses l'historique. Donc tu vois, c'est vachement détaillé. Et donc du coup, bah voilà, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a reçu la description, 3112, Pipedrive, machin. Il n'a pas trouvé de fournisseur avec ça, parce que là, de nouveau, tu vois, il n'a pas passé la recherche sur Pipedrive, il a mis tout le texte. Donc, il a reçu la réponse comme quoi il n'a rien trouvé. Il a fait une recherche web, du coup, il a trouvé Pipedrive, ce que c'était. Ah, bah, je vais le mettre dans la catégorie logiciel CRM. Ensuite, il a dit, je viens le créer. Sauf que là, erreur, et tu vois, c'est pour ça que mon truc, il n'est pas assez agentique, c'est que si on avait voulu faire un truc vraiment agentique ici, il aurait cherché 31/12/2024 Pipedrive et ça lui aurait dit ouais il n'y a pas de fournisseur avec ce nom, mais c'est normal parce que le nom c'est pas 31/12/2024 10h20 Pipedrive OU. Donc un vrai agent là il aurait eu une boucle de réflexion à se dire ah mais attends, en fait je dois refaire une requête et essayer de chercher Pipedrive, et il l'aurait trouvé parce que du coup ici tu vois ça l'a bloqué plus loin, il n'a pas pu le créer parce qu'il existait déjà. Ouais. Et donc après, il a été encore le rechercher une fois. Donc tu vois, au final, là, il a été récupéré la liste des catégories, il l'a catégorisé. Donc ça a fonctionné, mais ça se fait, déjà, ça a pris 23 secondes pour catégoriser cette ligne, et pour la mettre dans la base de données, ce qui est très long finalement pour ce genre de tâche. Il a fait plein d'appels, et puis il y a aussi des coûts, hein, parce que je sais pas combien de tokens il a consommé, mais j'imagine pas mal. Là, il y a 2200 tokens. Ici, 2400, parce que tu vois, à chaque fois, le contexte, il grandit, en fait. Hein. Ça, c'est aussi Ouais. un truc qu'on oublie. Et donc, du coup, toi, par exemple, pour cet outil-là, tu vas avoir justement, vu que tu as comment dire, une échelle de contexte qui est limitée, Ouais. est-ce qu'au bout d'un moment, tu as ce blocage? Ouais, bah du coup, alors tu vois, ici, t'as pas trop de problème parce que au dernier tour de l'agent, il avait 4000 jetons, donc tu peux aller jusqu'à 200 000 avec GPT-5. GPT-5. Et après, en fait, tu vas devoir trouver justement des techniques pour être beaucoup plus efficace au niveau de tes tokens. Et Mhm. typiquement, bah, quand tu vas. Parce que là, justement, ça, c'est l'agent séquentiel. L'agent tel que moi, maintenant, ça m'intéresse et que j'essaye d'en faire, même si c'est pas si facile, c'est que finalement, tu as l'agent orchestrateur, ok? Ouais. Et du coup, lui, il est juste conscient de sa mission de base et un peu de ce qu'il va recevoir. Et ensuite, il a l'agent 1. Et il va voir les différents agents pour Ouais, et se en faire fait, aider, à quoi. chaque fois, il va donner, tu peux faire différentes méthodes, soit il donne en parallèle. Par exemple, tu vois, plutôt que de faire 10 recherches web à la suite, récupérer les infos et les analyser, tu, tu génères 10 agents qui font 10 recherches web différentes. Comme ça, ils remontent tous en même temps. Puis après, tu fais le ranking, ça va beaucoup plus vite. Donc, Mhm. tu as différentes manières, on va dire, logiques et chronologiques de faire les choses. Mais en gros, tu as l'agent là, et puis finalement, il y a un échange entre ces différents acteurs, et surtout, il y a une réflexion là au milieu. À chaque fois qu'il y a un retour qui arrive, tiens, comment je continue? Quel agent j'appelle? Et chaque agent, il a des outils. Est-ce que je dois aller voir dans la base de données? Est-ce que j'ai fait le bon appel dans la base de données? Et ça, c'est le vrai agentique. Et en fait, c'est ce qu'ils expliquaient. J'écoutais un podcast d'Anthropic. Aujourd'hui, tu vois, tu auras quelque chose de beaucoup plus puissant si tu les brides pas trop. Après, bah forcément, il faut vraiment bien travailler ton truc pour que ça le fasse juste. Donc Oui, là, mais pour...
Et si Ouais, je me trompe pas, justement, la problématique aujourd'hui avec l'IA et que justement les chercheurs voient, c'est que en fait, ces modèles agentiques n'apprennent pas de eux-mêmes et ils vont toujours chercher à aller de manière verticale et à donner une réponse. Donc j'ai l'impression que c'est un peu la problématique que eux relèvent. Mais pourtant, la dernière fois qu'on avait fait l'épisode sur l'agent 3 de Replit, lui ouais, a l'air de faire un peu ce travail. Peut-être pas de comme on le pense, mais lui, quand tu m'avais montré quand il avait travaillé pendant par exemple une quarantaine de minutes, il avait ouais, l'air de faire ce travail dans le sens où il disait, OK, maintenant j'ai besoin de ça, je vais aller ouais, chercher cet agent-là, quoi. exactement. Et puis du coup, il réévalue son travail. Et ça, aujourd'hui, tu peux, si tu veux, l'agent en tant que tel ou le modèle, il évolue pas à ce moment-là. Quand tu recommences après, il repart à zéro, en fait. C'est comme si tu lui effaçais toute sa mémoire. Mhm. Mais par contre, dans l'orchestration de ta tâche, c'est clair, tu peux faire cette boucle. Et c'est ce que j'ai fait justement maintenant ici avec Claude Code, justement. Donc tu vois, j'ai créé une structure avec deux agents, deux systèmes d'agents. Donc j'ai l'agent assez de nouveau vertical, hard-codé et tout, où j'ai un agent qui est responsable d'aller voir dans la base de données, un agent qui écrit un email, un agent qui orchestre et un agent qui fait des recherches. Et puis j'en ai fait un deuxième, agent agentique, où là justement on utilise tous les concepts du SDK de Claude. En fait, ils ont mis en SDK tout ce qui est utilisé dans Claude Code, justement. Claude Code est très très agentique. Et du coup, tu vois, ici, il a rajouté par exemple un workspace pour que les agents ils puissent bosser entre eux. Puis on va tester. Je viens d'implémenter ça, donc ça risque forcément de péter. Mais si je me mets en V2 agentique, voyons voir ce que ça fait. Donc là, l'idée, elle est assez simple. Ouais, bah, forcément. Alors, du coup, on va lui dire vérifie les logs, généreux. Donc là, tu vois, je suis dans Claude Code, il est connecté à mon projet. Mais là, l'idée, en fait, c'était effectivement, tu mets un nom de client, il y a une fausse base de données derrière que je vais te montrer. Enfin, c'est une vraie base de données, mais avec des fausses données. Où là-dedans, en fait, on imagine, on aurait nos case studies, donc des données sur les projets qu'on a réellement fait. Puis le but de cette agence, si tu veux, c'est que tu lui donnes un nom de client. Il va chercher des informations sur l'entreprise, le nombre d'employés, l'industrie, tout ça, de manière automatique. Il rapatrie tout ça. Ensuite, il dispatche ça à celui qui est responsable ADB, qui va aller voir est-ce qu'on a déjà fait des projets pour ce genre d'industrie. Puis ensuite, il y a le troisième qui va faire un mail, un peu un mail à froid, tu vois, en disant, bah voilà, on sait que dans votre industrie, il y a... Donc, tu vois un peu l'idée, tu vois où je veux en venir. Ouais. Et donc là, on va voir, bon, on va le laisser bosser. Mais tu vois un peu l'idée, en fait. Aujourd'hui, cet agentique, ce qui est assez incroyable, je trouve, c'est que de nouveau, bah, c'est toutes ces petites features qu'ils ont rajoutées. Si on vient ici sur le SDK, justement, qui se trouve là, je pense. Euh, non, c'est dans Cloud Code. Là, Cloud Agent SDK, tu vois. Donc en fait, ils ont pris, parce qu'ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils avaient développé pour que Cloud Code devienne un agent pour du code, en fait, Cloud Code est ultra puissant pour faire plein d'autres tâches de manière agentique. Ok. Parce que justement, il a tous ces outils. Tu vois, dans Cloud Code, en fait, déjà, il est conscient de son contexte. Donc en fait, il sait quand il va atteindre la limite. Ce que tu peux faire au moment où il l'a atteint, tu peux faire ici compact. Et en fait, il va reprendre Mhm. tout ce qu'il a dans le contexte, l'analyser de nouveau. Il fait appel à Claude pour analyser le contexte, pour garder que ce qui est essentiel et pour vider le contexte, mais repartir avec un contexte. Tu vois, ça c'est le truc le plus frustrant, c'est quand tu n'as plus de contexte. Alors déjà, chez OpenAI par exemple, ils vont pas te dire que tu n'as plus de contexte. Ouais. Simplement, ton truc, il va perdre en qualité au fur et à mesure. C'est ce qui arrive quand tu fais plein d'allers-retours sur un document dans un chat sur ChatGPT. Eh ben là, tu vois, il est conscient du contexte. Il t'informe qu'il n'y a plus de contexte. Tu peux compacter, tu peux reprendre. Ensuite, ils ont les sub-agents. Ici, tu vois, dans mon projet, je pourrais créer tout plein de sub-agents qui ont des rôles distincts pour m'aider à coder mon projet. Et en fait, ce truc-là, ils se sont rendus compte qu'il était ultra puissant pour plein d'autres use cases. Alors là, il me dit il a fait un changement. On va voir si ça marche. Roulement de tambour, c'est toujours
c'est toujours. Alors, qu'est-ce que je cherchais? Banque cantonale de Fribourg. C'est assez complexe hein, quand même ce qui se passe en arrière-plan. Ben non, toujours pas. Juste voir ce qu'il y a ici. Alors, ouais, c'est un problème de Corse. Ok, tac. Alors, ici, je vais juste lui faire un compact justement parce que. Donc là, tu vois, je te montre comme ça. Donc là, il compacte la conversation. Tu vois. Comme ça, je suis sûr que. Ah, il a eu un problème. Évidemment, c'est le fait des mots. Tant pis, on essaye comme ça. Donc je lui colle le message d'erreur, on va voir ce qu'il nous fait. Mais tu vois, Claude Code, ben, au fur et à mesure, tu apprends, quoi. Puis il faut comprendre un peu les notions techniques. Puis après, du coup, ben, effectivement, j'utilise Cursor à côté pour un peu voir les fichiers, parce que moi, j'aime quand même bien voir le code, etc. Et de nouveau, tu sais, on parlait de la multitude d'outils. Ben, tu vois, si je viens ici dans Cursor, ça, c'est mon projet là qu'il est en train de travailler Claude Code. D'ailleurs, il m'a fait de la doc, tu vois, pour plein de choses. Mais en fait, l'avantage, c'est que ici, je peux utiliser Cursor avec tout plein de modèles pour continuer à faire des changements si j'ai envie de le faire comme ça. Je peux utiliser Claude Code depuis là, parce que j'ai aussi une interface Claude Code dans Cursor, et je peux utiliser Codex. Ça, c'est fou. Donc par exemple, pour OpenAI, tu vois, quand je faisais mon SDK OpenAI, forcément Claude, il galérait parce qu'en fait, OpenAI, par exemple, tu vois, quand tu démarres un projet Claude Code, tu lui dis va rechercher de la doc. Et Mhm. prends-la et mets-la en contexte, comme ça tu sais comment implémenter. Et en fait, OpenAI, ils ont bloqué. Genre, ils autorisent pas les LLM à aller chercher la doc. Ok. Donc, il a fait des trucs qui étaient pas justes, tu vois. Et du coup, bah, après, je suis passé par OpenAI pour finalement débugger ça. Mhm. Mais tu vois, tu commences avec quelque chose, tu te mets dedans, tu testes, tu fais tes essais, et voilà. Donc là, allez, dernier essai, sinon bah, on le montrera à la prochaine vidéo. Je sais pas si je suis sur le bon. 8080, ok. Alors si je suis pas sur mon projet. Voilà, donc là, on réessaye. Donc en fait, là, ce que j'ai voulu qu'il fasse, parce que ça fonctionnait déjà avant, mais en fait, je voyais ce qu'il faisait l'agent que à la fin. Tu sais, je voyais tout l'historique. Ouais. Ah ben, l'agent de recherche, il a fait 3 recherches, il a récupéré ça, il a classé comme ça, il a donné à cet agent. Et là, je voulais que ça l'affiche en live, alors je pense que c'est assez compliqué. Ouais, non, ça l'affiche toujours pas en live parce que ça marchait déjà. Donc on va le laisser tourner. Mais là, ce qui est assez intéressant, si on vient sur la console et qu'on active les logs, bah, tu vas voir en fait le nombre de tokens que ça consomme. Donc là, à 16h37, tu vois, il a fait un premier appel, il a mis 946 tokens dedans, 162 en sortie. Je sais pas pourquoi il y en a autant en entrée déjà. Ouais, le prompt, je pense. Ensuite, tu vois, à 16h37, tu vois, là, il est en train de faire plein d'appels LLM en fait. Puis Ouais. j'utilise Claude 4.5 Haiku derrière, qui est le modèle le moins cher. Mais on verra qu'avec tous ces échanges, ça peut vite faire des tokens et du coup, ça fait vite aussi des coûts. Donc il y a aussi ça. Et c'est là où des outils comme Lovable, comme Cursor, comme tous ces trucs, c'est là où ils ont une ingénierie de malade et une réflexion en fait, tu vois, très architecturelle sur comment tu économises, comment tu rapidifies, comment tu économises. Et en fait, c'est là quand tu commences à essayer de faire toi-même que tu te rends compte de la prouesse de tous ces outils, quoi. Ou Mhm. genre Claude Code. Claude Code, c'est un miracle d'ingénierie, ce truc-là, quoi. Il est juste trop cool. Euh, Tu vois, ici, si je lui dis, par exemple, je sais pas, je commence une nouvelle conversation, et là, je le mets en mode plan. Donc, tu vois, tu fais tout avec ton clavier pour changer. Ici, je me mets en mode plan. Et je vais lui dire, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais lui dire? J'aimerais améliorer le design du front-end, fait des recherches d'UI moderne en HTML, CSS, parce que du coup là, j'ai pas installé React, tous ces trucs. Donc, voilà. Et propose-moi les changements. Donc tu vois, là, tu le mets en mode plan, tu le lances. Et tu vois, je trouve que c'est trop stylé comme il le fait. Tu vas voir, on va voir s'il va aller chercher sur le web. Donc déjà là, il va chercher dans les fichiers, tu vois, il utilise des outils pour aller chercher dans la base de code pour comprendre comment elle est faite. Euh, il va regarder le front-end et là, tu vois, il fait une recherche web. Donc Modern Web Design Trends 2025, Best Practice, machin.
il va remonter les liens qui lui paraissent les plus pertinents et là, il va aller tirer le contenu. Donc, on va le laisser finir. Puis là, est-ce qu'il a fini? Voilà, donc là, tu vois, il a fini. Donc ça, c'est les infos qu'il m'a trouvées. Banque Cantonale de Fribourg, ils sont dans les financial services, c'est le secteur de la banque. Le site web, c'est BCF. Le site web a l'air halluciné, donc voilà. Euh, les case studies qu'il a matchés, ouais, bof, moyen. Et puis du coup, bon, il m'a fait un mail en anglais, donc c'est pas encore ouf. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était ça. Donc tu vois, il a bouffé 54 000 tokens pour ça, donc ça fait quand même 30 centimes, un mec, même un kaiku. Et là, tu vois tous les trucs, quoi. L'orchestrateur, il a lancé le Research Agent. Le Research Agent, il a fait plein de requêtes. Ensuite, il a du coup complété son truc. Ensuite, lui, il a été chercher les case studies. Euh, il a fait plusieurs coups pour rechercher, même beaucoup. Je pense qu'il y a un truc qui Ah n'est pas ouais. très propre. Ensuite, tu as tu vois, il a créé un juge pour l'email. Alors, je sais pas ce que ça vaut, cet email, hein, mais... Ouais. Alors, de nouveau, tu vois, là, il faudrait après l'instruire. Comment tu veux que les mails soient envoyés? Mhm. Puis là, tu vois vraiment chaque fois la notion d'input-output. Donc là, pour le premier, le web search, il a fait une query Banque Cantonale de Fribourg Company Information. Il y a toujours un problème ici dans les recherches, je sais pas pourquoi, parce que là, il y a zéro result. Ensuite, il a cherché Banque Cantonale de Fribourg, il a été chercher des infos, etc. Tu vois, il a fait plein de requêtes. Le nombre d'employés. Alors, c'est un peu pourri parce que tout est en anglais, mais voilà. Ensuite, ici, il a été faire des recherches dans les case studies. On voit toutes les recherches qu'il a fait. Donc, tu vois, il travaille avec de la data et il essaye de... Alors, de nouveau, mon truc n'est pas du tout parfait. Maintenant, ça va être un gros boulot, je pense, de l'améliorer. Mais clairement, bah, c'est intéressant de s'y atteler, quoi. Et donc là, tu vois, il me demande est-ce que je peux récupérer le contenu de cette page. Donc, tu as toujours un mode de validation aussi avec Cloud Code. Ouais, ce que je trouve hyper intéressant, c'est comme tu l'as dit au début, tu vois, avec zéro connaissance de code, tu peux quand même très vite, tu peux quand même très vite créer quelque chose, en tout cas une première brique de quelque chose qui peut devenir assez puissant, quoi. Ouais, 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 clairement. Clairement, voilà. Et donc là, tu vois, il m'a préparé un plan. Et donc, de nouveau, qu'est-ce qu'il me dit? On va remplacer le fond gris par un gradient moderne, bleu-violet. Bon, ajouter un pattern subtil ou un effet de mèche, ok. Glace morphisme, effet de vert et poli sur les cartes. Ok, ok, ok. Il m'a proposé tout ça. Et du coup, tu vois, ici, je peux soit lui dire oui et j'accepte tout, ou bien oui et je veux approuver chaque truc, ou bien non et je lui donne un feedback et je lui dis non, je veux pas de glace morphisme. Enfin voilà. Mhm. Et du coup, bah là, il va continuer à bosser. Mais tu vois, c'est intéressant, je trouve aussi, d'avoir accès à ces fichiers-là et de comprendre un petit peu, bah, justement, tu vois, si on prend dans les agents, là, l'orchestrateur, comment c'est codé, quoi. Puis du coup, ici, on voit effectivement, bon, là, il y a toute une notion de session, c'était pour ma tentative d'affichage de ce qu'il faisait. Mais tu vois, voilà, dans la phase 1, c'est du séquentiel, puis dans la phase 2, l'idée maintenant, c'est aussi d'implémenter en parallèle, tu vois, plusieurs recherches web en parallèle, ça ira beaucoup plus vite dans le résultat. Et puis bah, là, tu peux voir, quelque part, on doit voir les différents prompts. Voilà, bah, par exemple, ici, pour le prompt de l'agent qui doit écrire des emails, on lui dit, voilà, tu es un expert email B2B, machin, tu dois avoir un juge. Tu vois, ça, c'est ce qu'on a vu au milieu. Donc derrière, ça reste du prompt, hein, c'est ça que je trouve Ouais. intéressant, tu vois. Ça reste du prompt et bah là, on lui a donné les tools. Donc par exemple, il a un tool pour créer le draft, il a un tool pour critiquer le draft, et puis bah, j'imagine qu'après, voilà, on lui dit, voilà, tu dois utiliser le draft et le critique email pour améliorer ton truc. Et tu vois, il a fait un peu toute cette boucle. Mais bon, c'est beaucoup de code pour tout ça, quoi. Hyper Et intéressant. c'est là qu'on voit, il n'y a pas de magie, quoi, derrière tout ça. C'est de l'ingénierie. Il faut comprendre cet aspect de qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort, dans quel ordre les choses sont faites. Mais moi, ça me passionne. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Et, mais par contre, on voit que
plus le process va être complexe, plus tu vois, tu auras d'agents, plus ils auront d'outils, et plus ça va prendre du temps, et plus ça va coûter aussi en token, et plus il faudra trouver des améliorations, et plus il faudra évaluer, mais disons que pour un process, pour des petits process, ça peut être intéressant. Oui, puis bah, les coûts pour ce que tu fais, c'est assez ridicule, quoi. Ouais, c'est clair. D'enrichissement, préparer un mail et tout, si tu rajoutes le fait qu'il va dans le CRM, qui va par exemple déjà drafter le mail dans le CRM pour que tu n'aies plus qu'à toi aller l'envoyer, qui te mette une tâche, tout ça, et qu'il ait vraiment une bonne qualité de rédaction parce qu'on lui donne des skills et tout, ça, pour nous-mêmes, ça peut être stylé, tu vois. Mhm. Parce que tu peux faire at scale, toi derrière, de toute façon, tu valides, mais tu as déjà tout un travail qui a été préfait. Par contre, tu vois, il faut que tu puisses faire confiance à l'agent. Parce que comme avant, là, bah, il m'a halluciné un lien. Genre BCF Fribourg, ça n'existe pas. Tu vois. Ouais. Et C'est donc ça, c'est toujours le risque, c'est que ton agent, il n'est pas à l'abri de... Donc après, tu dois ajouter des nouveaux composants sur ton code pour que justement ça contrôle les liens, que ça se base sur des sources fiables, que ça affiche les sources. Tu vois, tu dois améliorer la transparence de ton agent. Mais toi, aujourd'hui, par exemple, si ce n'était que toi, il y a genre typiquement ce genre de solution, c'est des solutions que toi tu pourrais utiliser avec une confiance totale, par exemple sur l'aspect sécurité, etc., ou tu ferais quand même appel euh, à un consultant en dev ou etc. pour quand même relire le code derrière pour être sûr. Non, bah, je dirais qu'aujourd'hui, si tu veux, je le ferais, je le ferais vraiment pour, disons, des use cases qui sont pas critiques, tu vois. Par Mhm. exemple, de nouveau, ce qui est intéressant, je pense, d'automatiser, c'est la recherche des informations sur le lead, donc sur l'entreprise, potentiellement justement déjà pré-rechercher des personnes clés en fonction du domaine par rapport à, tu vois, des instructions qu'on lui donne. Ok, ben si c'est une agence immobilière, on veut tel, si c'est une fiduciaire, on veut tel type de personne, etc. Qui valide le nombre d'employés, qui valide si c'est dans la cible, qui crée l'enregistrement dans Pipedrive, mais par exemple, je ne le laisserai pas aller envoyer des mails tout seul. Ouais. Ça fait aucun sens. Je pense derrière, il y a un toi ou un moi qui doit passer sur le CRM et dire, OK, voilà ce qu'il m'a donné, ah, c'est intéressant. Bon, je vais quand même aller checker un peu plus, OK, est-ce que le mail, il est bon? Bah, je changerai ça. Tu vois, il y a quand même toujours ce côté humain. Mhm. Mais par contre, tu as un méga bout du taf qui est fait par l'agent. Ouais, c'est sûr. Et sur ce genre de problème, enfin, sur ce genre de projet, je pense que, tu vois, tu prends pas un monstre risque. Non, si c'est des choses qui sont posées en brouillon et tout, non, clairement pas, tu vois. Ouais, alors ça, pour moi, c'est hyper important. Il y a toujours une validation humaine. Donc Mhm. là, l'agent, il bosse sur plein de tâches en parallèle. Puis à la fin, toutes ces tâches, elles ont besoin d'être validées. Avec de nouveau de la transparence aussi. C'est pour ça, tu vois, par exemple, c'est pour moi, d'un point de vue interface graphique, c'est impossible de créer une app comme ça. Tu vois, c'est pour ça que j'essaye là, mais là, je galère parce qu'il y a un problème entre l'information entre le serveur, ce que le serveur reçoit comme log, si tu vois, dans le SDK de Claude, là, c'est que le SDK de Claude. En fait, tu peux activer que du coup l'API de Claude va te donner plein d'informations sur ce qu'il est en train de faire pour chaque appel. Et du coup, le serveur les reçoit. Mais là, je galère à les afficher sur le front-end. C'est un truc un peu compliqué techniquement pour un type comme moi qui code pas. Mais si tu veux, j'ai besoin, moi, de voir comment mon agent il bosse et d'avoir une trace sur ce qu'il a fait pour lui faire confiance et pour faire confiance dans sa réponse, tu vois. Et typiquement, j'ai besoin de voir les liens. Bah, c'est ce qu'ils ont fait très très bien. Si tu prends l'interface Claude, elle est assez incroyable, Claude AI. Pour moi, en ce moment, Claude AI, leur produit est mieux que OpenAI pour beaucoup beaucoup de points. Je suis fan du truc. Avec les skills et tout, là, c'est assez incroyable. Et tu sais, le travail qui a été fait dans le design, dans la recherche, dans justement montrer cette transparence, enfin, tu vois, quand tu fais une requête sur Claude, je trouve ça assez incroyable. Peut-être qu'on finira là-dessus, puis comme ça, je peux aussi parler des skills, là, mais euh, tu vois, ici, si je lui dis, bah, par exemple, voilà, je suis non-tech et je vibe code un projet sur Claude Code
avec Claude AI, Claude Agent SDK. Comment faire pour obtenir, ou plutôt je vais lui dire, va chercher les bonnes pratiques pour avoir un maximum d'infos et de transparence sur les actions de mes agents dans mon front-end, par exemple. Et je vais lui dire, et si il existe des solutions déjà prêtes pour afficher ça de manière ergonomique et design, par exemple. C'est un truc que je lui demanderais. Et donc là, je trouve que, tu vois, ok, là on a de la transparence parce qu'on voit sa réflexion. Ok, bon, il a réfléchi. Donc il a dit, je dois chercher des infos. Et moi, ces trucs, je les lis. Hein. Je les lis énormément. Parce que ça va tout de suite me montrer, en fait, si je peux faire confiance à ce que l'IA est en train de faire ou pas. Et après, tu vois, de nouveau, comme ils ont fait ça, c'est trop bien fait. Ils ont justement la recherche. Donc, il a fait une première query. Il a récupéré 10 trucs. Je vais voir un petit peu ce que c'est. Bon, c'est bien, il y a Claude et Anthropic dedans. Parfait. Super, il a des infos. Ensuite, il a fait une deuxième query, une troisième, une quatrième. Et du coup, tu vois, il me dit, OK, j'ai exactement ce qu'il te faut. Solution UI prête à l'emploi. Pour le logging, il y a ça. Pour l'observabilité, il y a ça. Et tu vois, à chaque fois, j'ai le lien. Et ça donne la confiance. Ouais, clairement. Bon, sur chat, eux, ils ont le lien aussi, mais pas le détail en tout cas de comment ça opère. Oui, long, mais je trouve juste que sur chat, en fait, j'aime moins l'affichage du raisonnement. Je suis moins fan là en ce moment. J'aime beaucoup, tu vois, parce que par exemple, maintenant, je vais te montrer le fameux truc skill. Utilise le skill de création de présentation et fait une presse de 4 slides, on va dire, qui résume ça pour les partager à mon collègue Dev. Qu'on va voir, parce que normalement ce skill il est fait pour des présentations bien spéciales, donc on va voir s'il arrive à l'utiliser. Donc tu vois, de nouveau il réfléchit, là il lit le skill. Alors par contre je pense qu'il n'est pas dans le bon, il est dans son skill par défaut, c'est pas grave, on va le laisser voir. Donc tu vois, c'est ça qui est intéressant, je trouve vachement bien fait, tu as le petit truc de lecture, donc là tu vois qu'il est en train d'aller regarder dans sa compétence comment il doit faire. Ensuite il réfléchit. Ok, j'ai lu le skill, je lis un autre, je réfléchis, je comprends comment créer une présentation. Voilà ce que je vais faire. Je vais utiliser une palette de couleurs tech et moderne, ok. Là, il check ce qu'il a dans sa machine. Enfin, franchement, c'est hyper bien fait. Et de nouveau, tu vois, aujourd'hui, moi, j'aime collaborer avec l'IA. Donc, j'aime comprendre ce qu'il est en train de faire, regarder comment il fait. Et c'est pour ça, tu vois, je vais jamais... En fait, en gros, je gagne pas de temps parce que je vais pas donner des tâches à des Claude et des trucs et puis me barrer et puis revenir. Je vais toujours regarder ce qu'il fait. Parce que j'ai besoin de cette transparence et puis aussi parce que je trouve ça super intéressant. Oui, puis ça t'aide à mieux travailler avec l'outil, quoi. Bah ouais. Donc tu vois, là maintenant, il est en train de créer les slides. Tu vois, là, on est dans un mode agentique. Hein. Ouais, clairement. Là, il crée la slide 2, il a créé la slide 1, etc. Et à la fin, bah voilà, je peux te montrer un peu. Tu vois, donc là, il a repris. Alors, ça pourrait être plus joli. Tu vois toujours mon écran, mais tu vois les slides? Non, là, je suis toujours sur Claude. Ok. Alors, attends. Bon, on va le laisser finir, on va voir ce qu'il nous fait. Mais tu vois un peu l'idée. Puis en fait, ces skills, du coup, tu peux les configurer dans les setups et ils ont un skills qui permet de créer des skills. Ok. Donc en fait, tu lui dis ce que tu veux faire et il va te dire, ok, est-ce que tu as une documentation, un processus, des exemples à me fournir, des trucs. Et il va créer automatiquement tout un fichier que tu peux à la fin, toi, télécharger.
Et tu vois, ça, c'est agentique. Il réfléchit, il regarde ce qu'il a, il y a un problème, ok, il installe tel et tel truc, il va regarder ce qu'il a comme thème à disposition, ok, il commence à créer les slides, tu vois ici, le slide 2, il les fait en HTML, puis après il les convertit de HTML vers PowerPoint. Et là, tu peux tout lui dire, tu vois. Moi, je lui ai dit, voilà notre logo, voilà nos couleurs et tout. Et puis, du coup, il le fait correctement, il affiche les logos au bon endroit. C'est quand même assez bluffant. Tu l'as sur celui-là, ce que tu avais fait, le résultat? Ouais, je l'ai, attends. Si je vais dans les... c'était ça, donc c'était pour un workshop. C'était pour un workshop qu'on avait hier qui était assez intéressant d'ailleurs. Et puis, du coup, voilà. Ouais, donc tu vois, il y avait quelques couacs que j'ai dû un Mhm. peu changer, mais tu vois, c'est nos couleurs, alors ça faisait le job, quoi, ça faisait bien le Ouais. job. Et puis, bah, au final, tu vois, ça m'a pris 2 minutes à juste l'améliorer un tout petit peu. Puis on avait le truc comme ça, avec notre logo en bas. Franchement, je trouve que ça fait le job, c'est propre. De nouveau, c'est pas du gamma et tout, mais tu vois, on parle souvent de workslop, de créer des slides magnifiques pour un workshop où finalement on a bossé en mode low-tech, hein, on a collé des stickers sur un mur. Ça sert à rien d'avoir une présentation gamma qui a 18 slides avec des trucs qui bougent et des animations, hein. Enfin, il n'y a aucune plus-value, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. Et puis, bah, enfin, ça fait un pic de rappel quand même sur cette importance de la collaboration, tu vois, humain et machine. Et puis, pas être sur quelque chose où on est complètement départagé, de se dire, écoute, je fais 100% confiance, elle fait tout, ou Non, elle fait rien, tu vois. non, non. De nouveau, tu vois, alors un petit truc, un petit outil agentique qui va déterminer trois catégories en lisant tes mails où tu as bien prompté et tout, bah voilà, tu le laisses faire et tu vas regarder dans tes dossiers de catégories. Je veux dire, il y a pas, tu vas pas Mhm. regarder ce qu'il fait tout le temps. Mais sinon, quand tu crées quelque chose, euh, si tu génères t'essaies de générer de la valeur. Tu vois, là, quand tu crées une presse, c'est créer un support pour animer un atelier où on était avec Anthony là-bas, il y avait 4 participants, des dirigeants de la fin, des cadres de la boîte, des managers, une grosse boîte. Il faut pouvoir sortir quelque chose à la fin pour pouvoir en extraire le jus, pour pouvoir faire des recommandations et un plan qui tienne la route et qui soit activable. Bah, là, tu crées de la valeur. Et pour créer cette valeur, tu peux pas juste dire, ouais, alors là, j'ai un agent, il va se démerder, il va tout me préparer, tu vois. Là, Mhm. par exemple, je lui avais demandé de me proposer, enfin, je lui avais donné en fait tout le plan que j'avais préparé. Je lui ai dit, crée-moi un peu des idées d'activité. On a 3 heures. Aide-moi un peu à organiser tout ça. Il m'a donné des idées. J'ai repris un bout, j'ai pas repris. Puis voilà. Ouais, c'est fou, on est quand même justement vraiment dans cette zone grise où on a tendance à se dire c'est soit noir, soit blanc, quoi, soit ça marche pas, ou soit ça marche, alors que faut vraiment avoir cette intervention. Écoute, franchement, c'était hyper cool. Après, on voit que Yes. c'est quand même du job encore là derrière. Donc, de toute manière, on sera assez présent pour voir la suite, pour les prochaines démos aussi. Ouais. Semaine prochaine, épisode, alors comme on a dit, avec une personne spécialisée dans le GEO, sera très intéressant de voir comment lui perçoit ces nouveautés du Ouais. AI Mode de Google ou de Atlas, Ouais. voir comment il voit ces changements. Ouais. Exact. Donc sur ce, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine. Ciao, Ciao, ciao. Adam. À plus. Ciao, ciao.